Notre modèle, malgré tout, s'il corrige un peu, s'il permet de mieux vivre, et mieux que dans de nombreux autres pays, ne permet pas suffisamment de prévenir la pauvreté, ne permet pas suffisamment d'éradiquer la pauvreté. La pauvreté ne doit donc plus se transmettre en héritage. C'est pourquoi c'est dès la petite enfance qu'il faut intervenir. Nous ne traiterons pas la pauvreté si nous ne comprenons pas qu'elle frappe dès le plus jeune âge, que ses conséquences affectent d'emblée le parcours de vie de ceux qui sont frappés. Pour moi, le cœur du combat, il est dans cette politique de prévention. C'est cette philosophie qui nous a conduits à dédoubler les classes de CP et CE1 dans les écoles des quartiers les plus pauvres. La bataille qu'il nous faut conduire aujourd'hui, c'est celle d'une réforme en profondeur des modes de garde. Les lieux de garde doivent devenir ces endroits accessibles à tous, quel que soit son revenu ou son adresse. Les 600 000 professionnels de la petite enfance seront encore mieux accompagnés. Leur formation sera complétée, parfois revue, en ce sens dès 2019, afin que l'apprentissage du langage, de l'empathie, de la confiance en soi irrigue désormais tous les modes de garde. Nous poursuivrons cette logique d'expérimentation innovante, grâce à un fonds d'innovation sociale de 100 millions d'euros, qui permettra, en plus de la formation généralisée des professionnels de la petite enfance, de la refonte du CAP petite enfance et du diplôme d'éducateur de jeunes enfants, de diffuser sur tout le territoire de nouvelles méthodes d'apprentissage dans les lieux de garde. C'est bien là un investissement social, et c'est de cet investissement social dont il faut partir. Et c'est tout le système qu'il nous faut à partir de là repenser, en concentrant les efforts là où les besoins sont les plus urgents. Nous allons donc aider les communes les plus pauvres à construire ces crèches, en limitant ce qu'elles doivent payer à 10% du coût de construction de ces structures, pour que les habitants de ces communes aient autant de possibilités que les autres de faire garder leurs enfants. Les mères ou les pères qui élèvent seuls leurs enfants sont encore plus durement frappés. Plus d'un tiers de ces parents seuls sont en situation de pauvreté. Il faut donc les aider encore davantage. Nous passerons ainsi de 40 à 300 crèches à vocation d'insertion professionnelle d'ici à 2020, parce que ce sont ces crèches qui, tout particulièrement, permettent de faire garder son enfant pendant une formation, une recherche d'emploi, et permettent le parcours que vous avez parfaitement décrit à l'instant, madame. Les aides de garde d'enfants seront, à partir de 2019, versées immédiatement, sans avance de frais. Et un nouveau parcours pour les parents sera mis en place dès le 4e mois de grossesse. Dans la droite ligne du plan Logement d'abord, annoncé il y a plusieurs mois, nous poursuivrons ainsi. Dès que la loi dite Élan sera promulguée, notre politique de résorption des bidonvilles, qui sont peuplés de 30% d'enfants. Nous continuerons de rénover les logements insalubres dans le cadre du plan Initiative Copropriété. Nous continuerons enfin de lutter contre les marchands de sommeil. Et nous donnerons la priorité avec l'ANRU en accélérant les procédures, ce qu'a permis de faire la réforme récente, et je vous en remercie, Président, d'accélérer les programmes de rénovation, tout particulièrement dans les quartiers les plus frappés par la pauvreté. Nous développerons et adapterons dès le 1er janvier 2019 les solutions d'hébergement de famille à hauteur de 7 500 places sur le quinquennat pour construire un dispositif permettant à la fois d'héberger et de soutenir les familles dans l'éducation de leurs enfants et de les accompagner dans le logement durable. L'accès à la cantine sera rendu plus universel en développant les repas à 1 € pour les personnes les plus pauvres. Une incitation financière sera mise en place en direction des communes les plus pauvres et n'ayant pas développé de tarification sociale dans les cantines, afin qu'elles aussi permettent à leurs enfants d'accéder à un déjeuner. Des petits déjeuners seront aussi proposés dans les collèges de REP+, afin de s'assurer que tous les élèves démarrent la journée dans de bonnes conditions. Et au-delà des actions que j'ai évoquées, je lancerai en novembre prochain une stratégie dédiée à l'enfance maltraitée qui mobilise déjà la ministre des Solidarités et de la Santé, la garde des Sceaux et de nombreux ministres. J'ai décidé qu'une obligation de formation jusqu'à 18 ans serait mise en place. L'objectif est clair. Aucun jeune de moins de 18 ans ne pourra se trouver sans solution.
et devra être soit scolarisé, soit en formation, soit en emploi. Pour que cette obligation soit crédible, les solutions destinées aux jeunes seront massivement développées dans le cadre de cette stratégie. Avec l'augmentation des propositions de scolarisation dans le cadre des écoles de la deuxième chance, le développement des formations dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, des solutions d'apprentissage que la ministre a fortement promues. Et nous voyons d'ores et déjà que l'engagement du gouvernement, des collectivités territoriales, de toute la nation en la matière, donne ses premiers effets. En cette rentrée scolaire, les jeunes qui sortent de troisième se sont beaucoup plus inscrits dans les filières d'apprentissage, plus 40%. Une extension de la garantie jeune, dispositif qui a fait ses preuves, au bénéfice de 500 000 nouveaux jeunes, sera ainsi financée. Il est fou et injuste que des enfants venant de familles pauvres n'aient pas droit à une orientation équivalente aux autres. Et donc sur ce sujet, nous investirons là aussi massivement en investissant dans la formation de celles et ceux qui sont en charge de l'orientation. Et en remettant l'orientation au cœur de l'école, comme nous avons décidé de le faire dès la fin du collège. C'est un projet essentiel, il n'est pas accessoire, en permettant à toutes les filières de venir dans l'école, d'expliquer, en développant massivement les stages en entreprise, en particulier dans les quartiers les plus en difficulté. Nous allons créer l'obligation, avec l'aide sociale à l'enfance, de trouver une solution de logement, de formation, d'emploi aux jeunes dont elle a la charge. Le cas échéant, elle devra obligatoirement prendre en charge les jeunes concernés jusqu'à leurs 21 ans et non pas jusqu'à leurs 18 ans. Le gouvernement contractualisera financièrement avec les départements pour qu'ils préparent mieux la sortie de ces jeunes et puissent être aidés à le faire. Seuls 9% des allocataires du RSA retrouvent un emploi dans l'année. 40% sont au RSA depuis 5 ans. Et alors même qu'en 10 ans, les dépenses de RSA ont augmenté de 80%, les dépenses d'insertion ont baissé de moitié. On a cru que proposer des solutions de soutien monétaire aux personnes tombées dans la pauvreté suffisait. Mais on a oublié que le plus important pour les personnes en situation de pauvreté, c'était de s'en sortir. Au fond, moi je ne veux pas qu'on fasse un plan pour que les gens pauvres vivent mieux pauvres. Je veux qu'on leur donne le choix et la possibilité, parce qu'ils le veulent, de ne plus l'être. Que je souhaite qu'ensemble, nous menions 2 transformations profondes de notre action collective et de notre stratégie. La première, c'est celle qui consiste à mettre en place, créer un véritable service public de l'insertion. L'État doit donc être le garant sur tous les territoires de la même ambition, de la même exigence, de la même efficacité pour accompagner. Remettre chacun sur le chemin de l'emploi. Pourquoi d'ailleurs l'État serait-il partie prenante pour les demandeurs d'emploi via Pôle emploi et ne le serait pas pour les publics les plus éloignés? Où est la cohérence? C'est presque une aberration. Où est l'efficacité quand on travaille encore trop souvent de manière cloisonnée, limitant les passerelles avec des dispositifs stigmatisants pour nos concitoyens? Les dispositifs pour les handicapés d'un côté, ceux pour les allocataires du RSA de l'autre, ceux pour les chômeurs. C'est un tout, cette politique d'insertion et d'accompagnement. Il nous faut donc construire ce qui est un vrai service public, au sens propre du terme, qui n'appartient pas qu'au gouvernement et qui n'est pas la responsabilité que du gouvernement, mais qui sera un même guichet simple pour l'ensemble de celles et ceux qui veulent trouver une place par le travail et l'activité dans la société. Ce service public de l'insertion, c'est pour moi la clé, la seule manière de garantir l'universalité de ces droits et de permettre d'être plus efficace au concret, sur le terrain. L'État reviendra donc aux côtés des départements, des métropoles, des communes, des associations qui font le quotidien, par un travail remarquable que je veux ici saluer, pour cette mobilisation générale en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi et pour construire ce service public de l'insertion. En matière de solidarité,
d'accompagnement des plus fragiles vers l'insertion, de travail, de dignité. L'État doit donc reprendre toute sa place. J'ai demandé au gouvernement d'engager dès le 1er janvier 2019 une nouvelle contractualisation avec les départements sur la base des propositions faites par Mathieu Klein et Claire Pitollat dans leur rapport, c'est-à-dire en aidant financièrement les départements qui s'inscriront pleinement dans une démarche d'insertion, mais aussi en sanctionnant financièrement les départements qui n'auront pas investi cette politique. Pour l'insertion par l'activité économique, nous porterons à 240 000 le nombre de contrats. Il y en a aujourd'hui 100 000. Pour l'accompagnement individualisé, nous investirons 500 millions d'euros. Pour généraliser la garantie jeune, ce seront plus de 350 millions d'euros investis. Et évidemment, les investissements suivront pour être à la hauteur de l'élargissement des expérimentations évoquées tout à l'heure, en particulier Territoire zéro chômeur et toutes les autres. Le deuxième grand chantier que je souhaite dès aujourd'hui lancer et qui pour moi une deuxième transformation profonde de la politique que nous devons avoir en la matière, c'est celui qui doit nous conduire à revoir en profondeur, rénover notre système de minima sociaux. Le nouveau modèle que nous dessinons doit aller au bout de cette logique d'universalité. Et au service public de l'insertion doit correspondre un système de minima sociaux rénové. 30% des personnes qui devraient bénéficier du RSA n'y ont pas accès. Près du tiers. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont tellement loin, alors qu'ils en auraient tellement besoin, qu'ils ont décidé que c'était même plus pour eux. Moi, je souhaite que nous créions, là aussi, par une loi en 2020, sur la base d'un travail collectif, un revenu universel d'activité, qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable. Et en fusionnant le plus grand nombre des prestations sociales, du RSA aux APL, nous pourrons enfin garantir un socle minimal de dignité à tous ceux qui doivent en bénéficier, en apportant enfin une réponse à la hauteur du non-recours au droit. Ce plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, ça n'est pas un plan de charité. Ce n'est pas un plan charité car il ne s'agit pas de permettre de vivre un tout petit peu mieux dans la pauvreté. Il s'agit de sortir de la pauvreté. Nous ne réglons pas un problème. Nous ne portons pas une stratégie pour une catégorie de population. Nous parlons juste de nous et de la République. Et parfois, celles et ceux qui sont passés par ces chemins ont plus à nous dire de la République que celles et ceux qui parlent le plus souvent d'elle. Alors, fort de tous nos échecs, de toutes nos erreurs, et moi le premier, je veux que nous menions ce combat. Je pense que nous pouvons, à hauteur d'une génération, éradiquer la grande pauvreté dans notre pays.